Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française en ce samedi 21 mai 2022. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour et notamment la tournée du président de la République dans la région Yorumbé, le président a inauguré ce jour plusieurs réalisations dans le district d'Iyus durant sa tournée dans la région Yorumbé. C'est la troisième visite du président à Iyus et à chaque fois, plusieurs infrastructures sont inaugurées. Pour ce jour, c'était le PP Manarapench, les locaux administratifs de la direction régionale du ministère de la Population, les centres d'incubation pour l'entrepreneuriat culturel et industrie créative et les routes réhabilitées en pavé. Les travaux se poursuivront, a déclaré le président, si l'on ne cite que la réhabilitation de la route nationale numéro 13 dans le district en sera bénéficiaire. Le 20 mai 2021, c'est la date de la dernière visite du président de la République à Iyus. À cette occasion, le président s'est rendu sur les travaux de construction du stade Manarapench et a donné sa parole aux jeunes de cette localité que le stade sera bel et bien achevé. Et aujourd'hui, c'est dans ce stade que le président de la République, Andradzuel, en visite à Iyus, a rencontré ces jeunes et la population locale. Les jeunes peuvent désormais y jouer au foot, qui est donc la concrétisation d'une promesse présidentielle. Le président a par la même occasion réitéré sa promesse au district d'Iyus de réhabiliter la route nationale numéro 13, une réalisation dont le district en sera bénéficiaire. Les travaux débuteront très prochainement, renforcés également par la lettre de l'Union européenne, laquelle autorise le déblocage du financement du projet. Par ailleurs, l'État malagasy, à travers le ministère de la Culture, multiplie ses efforts pour soutenir les jeunes. À cet effet, le centre d'incubation pour l'entrepreneuriat et l'industrie créative a été inauguré ce jour. C'est le troisième du genre entièrement construit dans le pays jusqu'à ce jour. Le centre d'incubation est un centre de formation qui permettra aux jeunes d'exploiter leurs talents et d'en faire des activités génératrices de revenus. L'État enchaîne les réalisations de développement, avance le ministre de la Culture et de la Communication. À l'occasion de cette visite, la TVM et la RNM d'Iyus ont été équipés de nouveaux matériels. Les travaux de construction de la Maison de la Culture et de la Communication pour la région Yorumbé ont également débuté. Iyus et Yorumbé ne seront désormais plus délaissés, souligne le président de la République. C'est dans ce sens que les locaux de la direction régionale du ministère de la Population ont été mis en place dans le cadre de la politique de proximité. Suite à la demande des parents d'élèves, la route menant vers le lycée Saint-Pierre, qui était en très mauvais état, a été réhabilitée en pavé et a également été inaugurée ce jour. Le lycée et la région ont collaboré pour les travaux, les élèves ont été formés pour les travaux. Une autre PP Manarapench est ouverte pour étoffer l'effectif toujours grandissant de ces établissements à travers l'île. Cette fois-ci, c'est Iyus, dans la région Yorumbé, qui en a eu le privilège. Le président de la République, Andradzuel, l'a inauguré ce jour. Le PP Manarapench Centre 1 a été construite pour revaloriser le secteur éducatif à Iyus, délaissé pendant longtemps. Le PP Centre 1 existe depuis 120 ans mais n'a jamais connu de rénovation. Reportage. Les parents d'Iyus sont enthousiastes pour l'éducation de leurs enfants. Les élèves sont également désireux d'apprendre malgré le mauvais état des infrastructures scolaires. Ces derniers ne peuvent donc que se réjouir d'avoir bénéficié d'une PP Manarapench et ont tenu à exprimer leur joie. Auparavant, l'établissement scolaire était dans un très mauvais état. Les élèves étudiaient dans une salle de classe très exiguë. Certains écrivaient à même le sol car le nombre des tables bancs était insuffisant. À présent qu'ils disposent d'une PP Manarapench, ces derniers se disent plus motivés que jamais pour apprendre. Le PP Centre 1 existe depuis maintenant 120 ans, mais ce n'est qu'à présent, en 2022, qu'elle est rénovée entièrement. Les élèves ont également été dotés de manuels scolaires, pour ne citer que le dictionnaire malagasy. Les très jeunes enfants ont aussi des classes spéciales pour éveiller leur esprit dès leur plus jeune âge. Comme toutes les écoles Manarapench, celle-ci vise à fournir aux enfants malagasy une éducation de qualité.
Et toujours dans ce cadre, l'Union européenne a communiqué hier que la Banque européenne d'investissement, ou BEI, a autorisé le financement de la réhabilitation de la route nationale numéro 13, reliant le port Iwal de Taulanaro à Mbumbe-Anjoui. La BEI est actuellement en pleine organisation des formalités administratives avec l'agence routière pour pouvoir procéder au décaissement. Ce communiqué avance également que le secteur routier à Madagascar est un secteur stratégique pour la Banque européenne d'investissement, lequel a démontré avoir un réel impact sur le développement inclusif et durable du pays. C'est pourquoi la BEI et la délégation de l'Union européenne ont uni leurs forces pour maximiser leur intervention et soutenir le pays dans sa croissance. À noter que ce sont les pays membres de l'Union européenne qui sont les actionnaires de la Banque européenne d'investissement. 4 membres du gouvernement sont venus régler leur conflit entre les riverains et la société QMM. Les manifestations durent depuis plus d'un mois et a abouti par la détention de 32 éléments des forces de l'ordre par la population jeudi dernier. Ces riverains exigent que l'on se penche sur leur cas, notamment leur gagne-pain qui est actuellement suspendu du fait d'un possible empoisonnement des eaux où ils pêchent par les rejets de l'usine QMM. Routrister Agoutomala nous en dit plus dans ce reportage. Les terres, la forêt et les eaux qui sont les sources de subsistance des habitants d'Ajakarak, d'Ampasnampu et de Manjomorumch sont inclus dans les zones minières de l'entreprise QMM. Ainsi, ces habitants n'ont plus de gain-pain quotidien du fait d'un possible empoisonnement de l'environnement occasionné par des rejets de QMM. En effet, les activités des pêcheurs ont été suspendues en raison de la mort de poissons dans les eaux au large de la zone d'exploitation de l'entreprise depuis le 12 mars dernier. Face à cette situation, environ 1 millier d'habitants se sont mis en grève, commençant devant la mairie et se terminant par la construction de son maison en paille et la mise en place d'un barrage sur la route menant vers l'entreprise. Après négociation du gouverneur de la région avec ces derniers, ils ont levé le barrage. Néanmoins, le problème n'ayant pas été résolu, les militants ont repris leur manifestation et jeudi vers 16h, des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et la foule. En conséquence, 32 militaires, policiers et gendarmes ont été tenus en otage pendant toute la nuit. Hier, 4 membres du gouvernement, notamment le ministre de la Défense, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et le ministre de l'Environnement et du Développement durable sont descendus sur place pour régler la situation. Des négociations ont eu lieu et les éléments des forces de l'ordre ont été relâchés. Selon les informations, les membres du gouvernement discuteront avec les responsables de QMM pour solutionner ce problème. Des vols d'électricité et des fraudes ont été découverts aux 67 hectares dans environ 21 ménages lors de la descente inopinée de l'équipe de Jirama sur place hier. 90% de ces fraudes ont été effectuées au niveau du compteur selon les explications. Anna Martine. C'est lors d'une descente inopinée des techniciens de la société Jirama aux 67 hectares que l'on a constaté des fraudes et vols d'électricité dans 21 ménages de cette localité. La plupart ont été effectués au niveau du compteur d'après le constat des techniciens. Après expertise, 6-5 de ces cas sont des branchements illicites sur les fils électriques de la Jirama. Les vols d'électricité perturbent souvent le réseau d'approvisionnement et peuvent même occasionner un incendie sur le transformateur selon les explications techniques. Pour y remédier, la Jirama va mettre en place un service spécifique chargé de ce type de contrôle. Néanmoins, elle appelle également tout un chacun à informer les responsables pour tout cas suspect de vol d'électricité. De janvier à aujourd'hui, 30% des contrôles effectués ont révélé des cas de vol d'électricité, toujours d'après les explications. La première sélection pour le concours La Voix d'Or a eu lieu ce jour au studio Arena Ivange pour Antananarivo. Les participants, des filles et garçons âgés de 8 à 14 ans sont venus en grand nombre pour participer à cette édition 2022. Les performances techniques et le niveau des candidats d'Antananarivo sont tout aussi impressionnants que ceux des autres régions selon les juges. Mervuletsfere, Nanzarazoralville et Asnarafal Zanari. Aujourd'hui a eu lieu la première sélection pour Antananarivo dans le cadre de la compétition musicale La Voix d'Or. Les participants sont venus nombreux pour cette première étape. Ils se sont tous bien préparés d'après leur dire ce jour.
Les parents soutiennent à 100% leurs enfants et sont également heureux de leur réussite, d'après la maman de Fideran, un participant passionné de chant. Les talents des candidats d'Antananarive sont tout aussi remarquables que ceux des candidats des autres régions, où l'équipe de Viva a déjà effectué la sélection, selon coach Fid, qui juge surtout les candidats sur leurs performances techniques. La sélection pour déterminer les représentants d'Antananarive pour la Voix d'Or 2022 se poursuivra demain pour ceux qui ont passé cette première étape. La sélection de demain sera également ouverte au public. Viva TV et Viva Radio marquent également leur 15e anniversaire ce lundi 23 mai. Et concernant les actualités internationales, à présent, le géant russe Gazprom a cessé samedi ses livraisons de gaz naturel à la Finlande qui vient d'annoncer son intention de rejoindre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur les terrains en Ukraine. La Syrie, Azovstal à Mariupol, ultime poche de résistance, est passée sous contrôle russe alors que dans le Donbass, l'artillerie de Moscou pilonne les positions de Kiev. France 24. Entre deux bombardements, Anna profite d'une accalmie pour mettre en place une cuisine de fortune. Mais le répit est de courte durée. Il y a des tirs tout le temps et des éclats d'obus qui volent partout. On peut entendre depuis le sous-sol. Alors on s'enferme autant que possible et on reste assis. 27 personnes vivent encore ici, sans eau, ni gaz, ni électricité. Un quotidien rythmé par les déflagrations régulières aux alentours. Bien sûr que c'est dangereux. Et de l'autre côté de la rue, la maison a été complètement détruite. Un obus a volé dans une chambre et le premier et le deuxième étage ont été détruits. Dans le sous-sol de l'immeuble sont réfugiés principalement des personnes âgées. À l'abri des bombes, mais pas du bruit. Elles ne savent pas combien de temps elles pourront tenir. Quand les tirs deviennent vraiment forts et que tout le monde se met à trembler, on s'assoit tous en cercle, on prend notre tête à deux mains et on commence à prier. Au coin de la rue, un char ukrainien s'avance à grande vitesse. Le quartier est désert. Seul cet homme a pris le risque de s'exposer pour ramener son cheval chez lui. Depuis plusieurs jours, la ville de Severodonetsk subit un siège ininterrompu. Elle constitue l'une des dernières poches de résistance ukrainienne dans le Donbass. C'est l'enfer, c'est vrai. Le bombardement de Severodonetsk est brutal et dénué de sens. Il y a eu 12 morts et des dizaines de blessés en une seule journée. Dans l'autre camp, l'armée russe affirme qu'elle continuera d'attaquer jusqu'à ce que la ville tombe, en dépit du nombre de victimes parmi les civils. Jusqu'alors, directeur du musée de l'histoire de l'immigration, Pape Ndiaye a été désigné vendredi ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse universitaire respectée. Le spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités présente un profil en rupture avec celui de son prédécesseur Jean Michel. Toujours un reportage de France 24. Il prend la tête du plus grand ministère de l'État. À 56 ans, Pape Ndiaye succède ce soir à Jean-Michel Blanquer à l'éducation et Sarah El Haïry à la jeunesse. Je suis peut-être un symbole, celui de la méritocratie, mais aussi, peut-être aussi, celui de la diversité. Je n'en tire nulle fierté, mais plutôt le sens du devoir et des responsabilités qui sont désormais les miennes. Pape Ndiaye était jusqu'alors directeur du musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Né de père sénégalais et de mère française, il est diplômé de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire et professeur à Sciences Po. Il s'intéresse à l'histoire de la communauté noire pendant ses 5 années passées aux États-Unis. En 2005, il cofonde le Conseil représentatif des associations noires de France, longtemps présidé par Louis Georgetin. Je dirais que c'est un militant apaisé.
Et il est vrai que nous avons besoin d'apaisement en France. C'est quelqu'un qui est droit sur ses valeurs, mais qui explique les choses en fait. Et c'est ça son talent, c'est un pédagogue et nous avons besoin de gens comme lui. Mais cela n'empêche pas Pape Ndiaye d'avoir des propos bien arrêtés, voire polémiques, comme en 2020 sur la police française. L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est tout à fait classique et depuis longtemps. Il y aurait des violences policières aux États-Unis. En France, il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, nous sommes en République. Le profil de Pape Ndiaye tranche avec celui de son prédécesseur. Il est le seul qui trouve grâce aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, qui ce soir salue un choix audacieux. Les Australiens sont appelés aux urnes samedi à l'occasion des élections législatives. Pour la première fois depuis 9 ans, le parti travailliste d'opposition pourrait l'emporter d'une courte avance sur la coalition au pouvoir. Reportage. Anthony Albanese y croit. La bataille des législatives, il se voit bien la remporter. Lors de son dernier discours de campagne, le chef des travaillistes accusait le gouvernement d'incompétence. Les gens ont vu un gouvernement dirigé par un homme qui refuse d'assumer sa responsabilité, qui était absent lors des récents incendies, absent pendant les inondations et qui disait qu'il n'y avait pas de course pour commander les vaccins. Donc on a un gouvernement qui n'apprend pas de ses erreurs, qui peine avec le présent et n'a aucun plan pour l'avenir. Les électeurs connaissent son histoire, celle d'un enfant illégitime élevé par une mère célibataire. Il a cru jusqu'à ses 14 ans son père mort dans un accident de la route et ne l'a rencontré qu'en 2009. Face à lui, Scott Morrison, à la tête du camp qui dirige le pays depuis presque 10 ans, les conservateurs. L'actuel Premier ministre a été critiqué pour sa gestion de la pandémie et des catastrophes qui ont touché l'Australie ces 3 dernières années. Et il ne se prive pas de moquer son adversaire, jugé absolument pas fiable. Qui sera le meilleur pour gérer les finances de ce pays d'après vous? La droite qui a réussi à diriger l'Australie malgré la pire crise économique depuis la Grande Dépression, qui est parvenue à ramener le chômage à 3,9%? Ou bien les travaillistes de M. Albanese, qui ignoraient le taux de chômage il y a encore quelques jours? Après une campagne notamment axée sur la hausse du coût de la vie, les derniers sondages sont serrés pour les 2 camps traditionnels de la politique australienne. Ils prédisent aussi un vote record vers les petits partis qui pourraient faire office de faiseurs de roi. C'est également avec ce reportage international que nous terminons le journal d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez sur Viva car tout de suite après cette édition, vous allez revoir 3 épisodes successifs de votre série coréenne. Passez une excellente soirée.